le moussaillon, hisser les voiles, le pavillon. Nous partons pour un long voyage, que l'on prépare l'équipage. Présenté en ouverture de la 29e édition du Festival international du film pour enfants de Montréal, le FIFEM, Lydia et le vaisseau des tempêtes est un grand récit d'aventure fantastique destiné au jeune public. Et nous avons le bonheur d'avoir avec nous la scénariste et une des 3 réalisatrices de Lydia et le vaisseau des tempêtes, Émilie Rosa. Bonjour Émilie. Bonjour. Bonjour Émilie. C'est quand même une petite aventure. Parce que ce qui est particulier, c'est que tu travailles avec 10e Avenue, oui. Qui est reconnu pour ses films d'animation. Oui, absolument. Et qui, généralement, choisit ses projets. Mm-hmm. Mais là, j'ai su entre les branches que dans ton cas, c'est un peu différent. Absolument. Toi, t'es dit, moi, j'ai rien à faire dans ma vie. J'ai fait un peu de prise réelle, quelques courts-métrages. Là, je fais un film d'animation. Voilà. Un court-métrage. Je leur téléphone en leur disant, j'ai un projet pour vous. Oui, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça? Ça s'est fait un peu à l'envers. En fait, j'avais envie d'adapter un roman que j'avais trouvé dans la bibliothèque de mon conjoint. C'était un de ses romans jeunesse. Puis j'étais intriguée de savoir c'était quoi ce qu'il lisait quand il était petit. Donc, c'était un roman qui s'appelait « Le vaisseau de tempête et le prince des glaces ». Puis je l'ai lu. Puis tout de suite, j'ai eu envie de l'adapter. Je trouvais qu'il y avait quelque chose là qu'on pouvait faire en film d'animation. Je me suis dit, ça ferait un beau film d'animation. Mais j'ai jamais fait d'animation. C'est vraiment pas mon créneau. Mais j'ai lancé ça dans l'univers. Je me suis dit, pourquoi pas? J'ai eu une bourse de la SEDEC, jeune créateur à l'époque, pour écrire une première mouture, ce que j'ai fait. Puis, par la suite, je suis allée en résidence d'écriture au Carousel de Rimouski, malheureusement, un festival de films pour enfants qui n'existe plus. Ouais. Puis, à cette résidence-là, j'ai rencontré une représentante de la Maison Catière qui me dit, si jamais le film se fait, nous, on le prendrait en distribution. D'habitude, c'est le contraire. On cherche un producteur, puis après ça, une maison de distribution. Mais moi, j'avais déjà la maison de distribution. C'est gros. Puis j'ai vu au générique final, avec Crave, puis tout, là, t'es rendu à la ligue majeure. En tout cas, moi, je lui ai demandé à cette personne-là à qui je devrais approcher pour produire le film. Puis elle m'a conseillé d'aller voir Nancy Florence Savard à 10e Avenue. Ouais. Donc, c'est comme ça que j'ai approché Nancy. J'ai dit, la Maison Catière me dit que vous seriez peut-être intéressé par mon projet. Mais moi, je voulais savoir, tu connaissais rien à l'animation, mais là, pour faire ton scénario, as-tu demandé à voir ce que ça donnerait le vaisseau, ce que ça donnerait le brouillard? Est-ce que tu avais comme visuellement déjà l'idée de ce que ça pourrait être? Au départ, dans ma tête, déjà, c'était en 2D. J'avais vraiment une vision d'un film en 2D. Là, j'ai appris par la suite que le 2D, c'était plus cher à faire que le 3D. Oui, parce qu'il faut dessiner manuellement tous les dessins. Ça prend vraiment plus de dessinateurs, d'animateurs. Donc, parce qu'on ne l'a pas dit, c'est un long métrage de 85 minutes. Exactement. Parce que on parle d'animation, des fois les gens disent « oui, c'est un petit film ». Non, là, on a un long métrage de 85 minutes. Ouais. Fait à la limite, 12 dessins par seconde. On peut imaginer le travail que ça avait fait. Ça aurait pris en 2D. Exact. Puis le 10e Avenue me dit, nous, on fait vraiment seulement du 3D. Donc, je dis, OK, mais est-ce qu'il y aurait moyen d'avoir un look un peu 2D? Oui. Puis, c'est la grande force de 10e Avenue. Eux, leurs textures sont toutes peintes à la main. Donc, même si c'est fait à l'ordinateur, les textures sont peintes. On sent vraiment le coup de pinceau de crayon. Donc, le vaisseau, il existait déjà avant ton scénario? Non, c'était vraiment dans ma tête. Donc, dans le fond, moi, j'avais écrit un scénario, puis déjà, à la base, en plus, ça se passait sur l'eau. Donc, deuxième apprentissage, l'eau en 3 dimensions, c'est l'affaire la plus chère à créer. Donc, c'est pour ça que dans le brouillard, finalement. Donc là, oui, il fallait trouver des solutions. On nous a dit non, l'eau, c'est pas possible. Parce qu'il faut, l'eau, il faut créer les vagues, l'écume, les gouttelettes. Si les personnages sont mouillés, ça prend des personnages dont les vêtements vont être mouillés, vont dégoûter. C'est vraiment, vraiment dispendieux. Donc là, on a trouvé une solution. On s'est dit, ça va se passer sur une mer de brume. Oui. Puis, c'était dans le titre, là, finalement? Le titre, c'était « Le vaisseau des tempêtes ». C'est ça, avec le mot « tempête », ça fait penser, moi. À l'origine, c'était des tempêtes de vagues, de mer. Puis là, finalement, on l'a transformé en des tempêtes de brume. Puis je pense que ça rend le film quand même
plus original encore. Ouais. Donc, c'était une contrainte technique Plus mystérieux. qui nous a amenés ailleurs. Là. Et moi, ce qui m'a énormément frappé en regardant le film, c'est la beauté du film. Oui, C'est très beau. C'est les couleurs, je veux dire, qui ont été choisies font en sorte que, tu sais, on doit parler quelques millions de dollars pour le film. Oui, c'est sûr que c'est d'un quoi? point de vue québécois, on est dans les plus chers. Dans les plus chers. Mais Mais si d'un on point- compare Ah. ça avec tout ce qu'on voit d'autre à l'écran, où là, c'est souvent des 100 et 150. plus, 200 Ben oui, millions. ben oui, ben oui. Là, il y a... Nous, on est en bas de 10 millions. Vous Là. êtes en bas de 10 millions. Ouais, mais, je veux dire, et tu te dis, ils ont réussi à faire quelque chose d'aussi, sinon plus beau, que plein d'autres productions à des centaines de millions. Moi, c'est vraiment ce qui m'a... Oui, il y a le récit, parce que ça reste que c'est un conte, mais cette dimension fantastique que vous avez réussi à rendre à l'écran, je veux dire, elle est remarquable. Elle est remarquable. C'est là qu'on voit à quel point qu'au Québec, on est des méchants bons patenteux et bricoleurs. Hein? Oui. On est reconnu pour ça, puis On ça est depuis... bricoleurs depuis toujours. Depuis Guy. toujours, Les depuis bricoleurs l'ONF. depuis longtemps. On est reconnu internationalement pour être Ça a justement des commencé, patenteux. ça a commencé avec les Frères Lumière, ça, Guy. Oui, T'as effectivement. bricoleur. Mais toi, est-ce que tu avais en tête des couleurs? Comment ça s'est parce que là, tu as un scénario, tu es une des 3 partie prenante de la réalisation. Tu sais, je voyais bien sûr, Nancy et Florence Savard étaient là parce que son expertise, genre de directeur technique aussi qui devait vous aider, mais jusqu'à quel point que tu avais en tête ces couleurs. Une fois, mettons qu'on a établi la tempête, là, parce qu'il y a des couleurs un peu ocre à certains moments, il y a le bleu qui revient, des teintes de rouge et tout. Est-ce que ça, c'était déjà un peu dans ton imaginaire, que tu voyais finalement le film en termes de couleurs? Ça s'est vraiment décidé avec Philippe Arsenault-Bussière. Nous 3, on prenait toutes nos décisions à 3, mais Philippe qui est vraiment le directeur artistique du projet. Donc, lui, il arrivait avec une palette de couleurs, puis on décidait ensemble où est-ce qu'on voulait s'en aller avec ça. Puis, donc, c'est vraiment lui qui faisait des propositions, puis là, je dis « ça me plaît vraiment », puis là, on développait là-dessus. Puis lui, il a vraiment un coup de crayon incroyable. Là. Moi, je sais pas dessiner du tout, mais vraiment pas, là. C'est ça qui est un peu... Non, mais scénario, c'est de construire un c'est récit. Ça. Donc, lui, il pouvait vraiment prendre ce que j'avais dans ma tête, le sortir, puis le mettre sur papier avec des dessins. Donc, c'était vraiment... on a vraiment travaillé en symbiose là-dessus. Puis, c'est lui qui amenait vraiment toute cette idée de richesse de couleurs-là, parce que le film est quand même sombre, si on veut, par certains moments. Il y a quand même des thématiques quand même plus sérieuses. Il y a des moments inquiétants, là, avec les tempêtes, l'orage. Oui. Exactement. Donc, on voulait quand même que le film soit coloré ou chatoyant, donc créer une certaine balance. Donc, on voulait quand même que l'univers soit riche au niveau visuel. Parce que j'ai pas lu les romans de Yves Ménard, mais il y a un choix qui est assez surprenant, parce que souvent, les films d'animation, long métrage au Québec, sont enracinés dans le Québec. Hein, que ce soit, on pense à la guerre des Tucs et tout, alors que là, ici... Il y a le Yéti qui est ailleurs. Puis Yéti qui parfois qui est ailleurs, t'as raison. Bon. Mais la majorité sont vraiment enracinés au Québec. Alors que là, il y a comme un choix. Hein? Il y a un choix d'aller ailleurs. Et oui. Il avait ajouté un petit mot. Vas-y. Il y a des chants. Oui, il y a des chants. Y a-t-il des chants dans votre film, madame? Absolument. Et ces chants-là sont-ils colorés un peu à la Québec? Absolument. Ah, ouais. Voilà, Guy. Je sais pas si tu as remarqué, mais les chansons ont été écrites par Émilie. Tu vrai? Oui. Ah, ça, j'ai... Ben là, tu vois, Pierre, hein? Fait que, tu me faisais la morale, là. Je pensais que tu avais puisé comme dans un folklore traditionnel. Sauf une. Oui, sauf une. Le moussaillon, là. Qui peut faire de la voile sans vent. Oui, c'est un ça. chant traditionnel. Ben, pour moi, c'est un chant scout que je chantais quand j'étais jeune, quand j'étais dans les scouts. Puis j'ai appris par la suite qu'en fait, c'est une chanson traditionnelle suédoise. Donc, j'étais persuadée que c'était québécois ou à la limite français, mais finalement, c'est suédois. C'est une chanson qui a fait le tour du monde.
Mais sinon, les autres, ouais, c'est moi qui les ai composés. Ah, bon, ben, parce que ça ajoute, moi, je trouve une couleur... Mais si on vient sur nos lieux, Pierre, pourquoi ce choix, c'est-à-dire d'avoir cet accès avec ses moutons, ses grands champs champêtres, l'astromagicienne. On est dans un imaginaire, à la limite, norvégien, suédois. Ou... Ben, on est dans un univers fantastique. Oui, c'est vraiment le genre fantasy. Puis, à moins que je me trompe, je crois qu'il n'y a pas de film au Québec qui va dans cette palette-là. Non. Puis 10e Avenue, justement, ben, leur force, c'était de faire des films absolument enracinés au Québec. Mais là, j'arrivais avec vraiment une nouvelle proposition. Puis, ben, justement, Nancy-Florence Savard aime dire qu'à 10e Avenue, ils aiment avoir une galerie, si on veut, de films différents. Puis, je pense qu'il manquait ça à leur galerie. Un genre purement fantastique avec un univers créé de toutes pièces. Ouais. Donc, ça, c'est intéressant qu'on... Vous êtes synchrone, par exemple, ce qui se passe sur la planète du cinéma, parce qu'il y a d'autres récits de ce type fantastique. C'est vrai, ça a pris son essor de plus en plus dans les dernières années, absolument. Oui, quand même, là. Parce que ça, c'est un peu la pré-production, parce que dans les faits, il y a un récit, hein, et c'est Lydia, qui a 11 ans, hein, qui voit son frère aîné, Thaddeus, enlevé par le mystérieux envoûtant. Refusant de céder à la peur, ça, c'est important. Mystérieux et méchant envoûtant. Méchant, je ne sais pas, Pierre, on viendra sur ce... OK. on est bien. Hein? Elle part à la recherche, bien sûr, de ce dernier, hein, et sauvée par l'équipage du Dauphin, un voilier volant, elle devient l'apprentie de l'astromagicienne Ambrosia. C'est un film qui parle de famille. Absolument. Ben oui. Hein? Parce que il y a très rapidement, on lui dit, hein, c'est avec la tête et avec le cœur que tu dois apprendre à devenir l'astromagicienne. Ambrosia, parce que sa mère est décédée, son père est décédé, elle vit avec ce deuil, et là elle rencontre Ambrosia qui est un peu le double de sa mère, dans un certain sens. Il va prendre une figure maternelle. Il va prendre une figure maternelle. Donc, ce rapport à la famille, il est important dans le film. Absolument. Oui. C'est un accroche. Mais dans tous ces films-là, c'est important. C'est pas une nouveauté. Non, c'est pas une nouveauté, mais je trouve qu'ils réussissent à... Dans le scénario, je ne sais pas si c'était comme ça dans les livres, mais ils donnaient un ancrage réaliste. Oui. Parce que parfois, on peut partir dans des aventures, ça peut devenir un peu n'importe quoi. Alors que là, non, il y a quelque chose de vrai. Il y a ces rêves qui reviennent, qui nous ramènent à une certaine réalité. Très rapidement, Ambrosia, elle a des doutes, on ne veut pas tout dire, mais elle, oui, est sur le Dauphin, mais elle a un passé qui accompagne aussi son fils qui s'est perdu dans ses mers. Non, Ambrosia, c'est un personnage important. Ça. Oui, il y a quelque chose de vrai. Hein, dans ce récit-là. Pour moi, c'est la force du film. Oui, il y a sa beauté, mais on peut, n'importe qui, se retrouver dans cette histoire de famille-là. Absolument. Bon, on voulait quand même créer un deuxième niveau pour les parents qui allaient accompagner leurs enfants, puis je pense que tous les parents vont pouvoir se reconnaître dans un ou plusieurs personnages qui sont là. Il y a vraiment la relation parent-enfant qui est importante dans le film. Oui. Parce que la quête de la mère. La quête de la mère. Et puis ça, c'est bien pour toi, Pierre, parce que toi, t'aimes beaucoup, je veux dire, les étudiants. Toujours. T'as toujours aimé tes étudiantes. Mais et ce film est un film... en classe, là. Qui sont bonnes en classe, mais c'est que ce film est porté par des femmes. Parce qu'on se connaît, hein. Mais c'est pour ça que je revenais avec l'idée de l'étudiante. Il y a quelque chose de très féminin dans ce film. Parce que ton personnage principal, c'est Lydia. C'est pas son frère. Ça peut être l'inverse dans ce cas ici. Les hommes sont un peu mis à l'écart. Il y en a quelques-uns, mais le gros, finalement... Elle a quand même un compagnon, Lucas. Elle a un compagnon. Ça, c'est nécessaire. Mais ça reste que, pour moi, c'est un film qui est porté par un regard très féminin. Oui, absolument. Puis c'est un choix vraiment conscient qu'on a fait parce que dans les romans originaux, les personnages étaient tous masculins. Bon. Donc là, on a vraiment fait le choix d'avoir des personnages principaux féminins. Lydia, en fait, dans les romans originaux, c'était Luca. Luca est resté là, mais le personnage principal est devenu Lydia. Et Ambrosius, qui était le magicien dans les livres, est devenu Ambrosia. Oh, mais c'est bien plus intéressant Ambrosia qu'Ambrosius. Ça me semble, en tout cas, moi, j'aurais fait ce choix-là. C'est aussi que, dans le genre fantastique, c'est souvent des histoires de garçons. Oui. Donc là, il n'y en a pas beaucoup de personnages principaux féminins dans ce genre-là. Puis on se disait, pourquoi pas? Puis ça changeait,
rien ultimement à l'histoire, là, que ce soit un garçon ou une fille, elle vit les mêmes aventures, mais ça apporte un angle effectivement différent qu'on voit plus souvent. Donc. L'astromagie. Astromagie. Est-ce qu'au départ, c'est un peu pour toi un genre de métaphore sur la confiance en soi? Absolument. Ouais, hein? Ben oui, absolument. La confiance en soi, puis surtout accepter un peu son passé, ses souvenirs, des fois qui sont plus douloureux. Une volonté à un moment donné. Oui, là. ça prend de la volonté, mais surtout, c'est ça, accepter. Il faut qu'elle se reconnecte à ses souvenirs, surtout à ceux de sa mère, pour pouvoir réussir à faire son astromagie. Donc, ça prend cette confiance-là, cette acceptation-là pour aller de l'avant, finalement. Parce qu'elle est confrontée à ses souvenirs qui sont douloureux. Oui. Puis l'envoûteur est confronté à ses souvenirs qui sont douloureux. Et chacun prend des voie chemins, différente. des voies différentes. Hein? Et là, on est dans l'ordre un petit peu du conte. Absolument. Encore une fois. Et il y a un autre aspect qui, moi, m'a touché. Il nous reste 2 minutes. C'est tout le travail sonore. C'est colossal. C'est colossal parce que c'est de l'animation. Tantôt, on parlait des chants qui ajoutent aussi, je veux dire, à la magie. Mais au-delà de ça... la musique, t'as raison, vas-y. La musique, mais c'est un univers fantastique. Puis ces univers-là doivent, en quelque part, remplir l'écran. Absolument. Et ils doivent le remplir d'un point de vue visuel, mais au niveau sonore. Pour toi qui viens de la prise de vue réelle, d'être confronté à cette nouvelle difficulté, comment tu as travaillé dans la perspective sonore? Tout est à créer en animation. Il n'y a rien qui existe. Vraiment rien. Il faut créer le bruit des vêtements, les bruits de pas, mais surtout dans un univers fantastique, il faut créer un univers à part entière. Une mer de brume, ça fait quel bruit? Oui. Donc, j'ai vraiment travaillé avec Jérôme Boiteau, Studio Expression à Québec, puis avec Jean-François Racine qui a fait une musique extraordinaire aussi sur le film pour créer cet univers-là avec eux pour qu'il devienne vraiment réel et organique, même s'il est fantastique. Mais ça, c'était dans le scénario d'origine ou tout ça t'as appris sur le tas, entre guillemets, parce qu'on écrit un scénario, puis là, on pense peut-être pas à toutes les difficultés, mais tu avais déjà cette conscience en écrivant ton scénario, que là, tu étais dans un univers fantastique de films d'animation, puis qu'il fallait déjà reconstruire l'univers sonore. Il y avait des indications ou c'était assez... Le scénario a quand même évolué beaucoup au fil de la production. Par exemple, au départ, il n'y avait pas de chanson. Okay. On en a rajouté pendant la production parce qu'on se dit un équipage avec des chansons, il me semble que ça serait plus vivant. Ça chante tout le temps. C'est ça. Donc, on a quand même créé le travail en amont aussi. T'sais, avec Jérôme, on a travaillé aussi pendant que le film se faisait animer finalement. Là, lui, il commençait déjà à explorer des façons de rendre le film plus vivant avec l'univers sonore. Il a déjà commencé en amont le travail parce qu'il savait que ça allait être colossal. Donc, il savait qu'il ne pouvait pas arriver en fin de production pour commencer ça. Donc, on l'a commencé vraiment d'avance. Là. Hey, Émilie, on n'a plus le temps. Hein, et on se fait dire... Nous avons un technicien ici, Antoine. Antoine vient de te faire signe, guy. On va dépasser le temps. Oui. La minute. Donc, on rappelle bien sûr que Lydia, le vaisseau des tempêtes, a pris l'affiche hier, même si c'est en ouverture du FIFEM qui commence dans une semaine. Également, bien sûr, c'est un très beau film sur la disparition, la peur, mais aussi l'espoir. Hein? Donc, bravo, Émilie Rossa et Lydia et le vaisseau des tempêtes. Merci. Merci.